Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce théâtre. Et puis, je me permets de saluer aussi ceux qui nous suivent en ligne depuis ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Zawati, je dirige Mirova, une société de gestion d'actifs, mais surtout les deux nouveaux coprésidents que vous avez vus ce matin, donc Pascal Demurger et Julia, m'ont demandé d'animer et de piloter le plaidoyer Europe, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire pour essayer d'élargir en quelque sorte l'aura du mouvement Impact France au niveau européen. Et donc pour la première fois, dans ces universités d'été de l'économie de demain, on a décidé de faire un programme complet sur l'Europe pendant toute cet après-midi. Donc c'est ce que vous allez suivre ici et dans les autres salles avec plusieurs panels pour évoquer des sujets qui sont importants, qui sont à la fois les sujets de comment la réglementation européenne, comment ce qui se passe au niveau européen impacte, a des implications sur les entreprises à impact et l'écosystème à impact que nous avons en France, et puis aussi comment nous, on peut porter ces messages-là au niveau européen. Donc on aura l'occasion de discuter de ça dans différents panels. Le premier panel donc, que vous présentera tout à l'heure Mathilde Gola. Je ne vais pas en dire trop sur celui-ci, mais en revanche, peut-être vous dire ensuite les autres rendez-vous de l'après-midi, notamment depuis plusieurs mois au sein du mouvement Impact France, nous avons décidé de lancer une dynamique en réunissant un ensemble de réseaux européens, de réseaux d'entreprises engagées, d'entreprises à impact. Et nous aurons un panel tout à l'heure avec plusieurs représentants de ces réseaux qui viennent donc des Pays-Bas, de Belgique, de Lituanie, d'Italie, et avec lesquels nous sommes en train d'essayer de construire un discours commun, une plateforme commune d'engagement dans l'idée de la pousser l'année prochaine, puisque l'année prochaine sera une année évidemment extrêmement importante avec les élections européennes. Et puis on aura en fin d'après-midi, par ailleurs, un échange avec 5 députés européens qui nous ont fait le plaisir de venir ici et qui nous présenteront une idée qu'ils veulent pousser lors des élections européennes de l'année prochaine. Et nous pourrons donc échanger avec eux et voir dans quelle mesure les points que nous poussons, nous aussi, au niveau du plaidoyer du mouvement Impact France, qui sont évidemment celles d'une économie à impact, d'une économie plus inclusive, d'une économie décarbonée et d'une économie de la paix, sont compatibles avec ces différents positionnements. Voilà. Donc l'Europe est un élément essentiel dans la stratégie de développement du mouvement Impact France, et on est très heureux que vous veniez partager ces réflexions avec nous cet après-midi. Sans plus attendre, je vais appeler sur scène les membres du premier panel. Et je laisse la parole immédiatement à Mathilde. Oui, merci beaucoup. Merci donc d'être ici. Merci pour l'introduction, Philippe Zawati. Moi, je suis Mathilde Gola, je suis journaliste aux Échos, et donc je vais animer cette conférence. Je crois qu'on a on a un peu de concurrence en ce moment, mais c'est très bien. Merci d'être là. Vous le connaissez, hein, le thème de notre conférence, donc c'est souveraineté européenne et transition juste, faire face aux crises, donc aux crises avec au pluriel bien évidemment, parce que l'Europe est confrontée à de multiples crises. On parle plus de la crise écologique, de la crise énergétique, de la crise sociale et bien sûr de la guerre qui frappe aux portes du continent. Ces multiples crises sont liées et ont tendance à venir complètement rebattre les cartes, nous obligent en quelque sorte à repenser
nos modèles, à repenser nos modèles économiques et pour construire justement de nouveaux modèles qui seraient plus justes et qui respecteraient la transition écologique. Et ce sera tout l'enjeu des débats de ce panel. Tout l'enjeu, c'est aussi de dialoguer autour de la souveraineté européenne pour essayer de mieux comprendre si c'est une solution et dans quelle mesure ça peut être une solution. Et donc pour débattre, je remercie les quatre participants qui ont donc accepté de venir. 4 participants de très haut niveau, merci beaucoup. Encore merci, Monsieur Zawati, je ne vous présente pas parce que du coup vous venez de le faire. Merci beaucoup, merci de participer à ce panel. Merci aussi à Monsieur Augustin de Romanet. Donc vous êtes président d'ADP, bien évidemment, mais pas seulement. Vous êtes aussi président de Replace Paris, donc cet organisme qui tente de mettre la place financière de Paris au centre, au cœur des enjeux. Donc merci d'être là. Merci aussi Aurore Laluc. Donc vous êtes économiste, autrice de nombreux livres. Vous avez aussi cofondé l'Institut Veblen, donc qui veut promouvoir la transition écologique et sociale. Et bien sûr, depuis 2019, vous êtes eurodéputé. Donc merci de participer à cette discussion, à ces échanges. Et enfin, Adélaïde Charlier, merci également d'être venue. Donc vous êtes cofondatrice de Youth for Climate Belgique. Donc vous vous définissez vous-même comme étant activiste pour lutter pour plus de transition écologique et sociale. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors pour commencer ce débat, ça me semblait vraiment particulièrement important de le cadrer, en fait, de définir la situation dans laquelle nous sommes et de recueillir vos différents diagnostics par rapport justement à ces multiples crises qui percutent le continent européen et qui nous contraignent, enfin qui nous obligent en fait à revoir nos théories économiques. Est-ce que, Adélaïde, vous voulez bien commencer et décrire vous comment vous analysez en fait la situation actuelle? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être commencer par vous expliquer que pour moi, ça a commencé il y a 5 ans avec les grèves pour le climat en France, mais aussi en Belgique. Je suis belge et à Bruxelles. Et donc j'explique ça parce que ça fait 5 ans qu'un mouvement s'est créé à Bruxelles pour vraiment mettre une pression importante sur les institutions européennes liées à l'urgence climatique. Et donc ça pourrait être, entre guillemets, la première crise qu'on pourrait analyser, qui est présente depuis plus de 50 ans, mais sur laquelle les institutions européennes travaillent maintenant depuis, je pense, il y a une accélération depuis le Green Deal qui est sorti en 2019 et c'était vraiment à ce moment-là aussi qu'il y a eu ce mouvement des jeunes à travers le monde entier, entre autres en Belgique. Donc ça, c'est vraiment la première crise auquel, par exemple, moi, en tout cas, j'ai été confrontée en tant que jeune fille belge qui était étudiante et n'avait pas nécessairement toutes les connaissances en jeu pour comprendre toutes les autres auxquelles on allait être confronté au plus tard. Donc à la crise du Covid qui est arrivée, et puis maintenant la crise géopolitique. On pourrait en énumérer énormément d'autres que probablement vous allez faire encore mieux que moi. En tout cas, moi, ce que je pense qui est essentiel et ce qu'on essaie d'analyser de plus en plus avec les mouvements, et ce qu'on essaie de faire surtout, c'est de montrer les liens qu'il y a entre ces crises. Vous l'avez dit, il y a le mot crise ici au pluriel avec un S, et pourtant la transition est au singulier. Et donc, si on veut pouvoir établir une transition, il va falloir d'abord accepter que il y a des liens entre ces crises, trouver ces liens et voir comment on met en place une transition qui va nous permettre de faire face à ces différentes crises et donc de pouvoir faire face à, entre autres, la question sociale, la question environnementale, les questions géopolitiques. Et c'est ça qui est très très intéressant pour l'Union européenne surtout, c'est qu'on a le challenge d'être 27 à devoir travailler ensemble pour faire ça. Et ça, c'est probablement le plus grand des challenges, mais aussi la plus belle beauté de l'Union européenne, c'est qu'on va devoir de toute façon y faire face ensemble. Et donc le faire à un niveau de l'Union européenne et travailler ensemble sur ces différentes solutions, c'est pour moi essentiel. Ce que ces différentes crises nous amènent, en tout cas les 3 que j'ai citées et énumérées,
pour moi, elle nous ramène toujours, au final, à la question de la relation qu'on a entre êtres humains et qu'on a avec l'environnement. C'est-à-dire l'urgence climatique, donc c'est-à-dire qu'on a émis énormément de gaz à effet de serre, mais pas seulement, on est en crise de biodiversité aussi aujourd'hui avec la 6e extinction de masse, donc la relation qu'on a avec les autres êtres vivants qui cohabitent sur cette planète avec nous, la crise du Covid qui est une zoonose, donc aussi encore une fois liée avec la 6e extinction de masse, ce rapprochement qu'on a avec les autres êtres vivants qu'on n'a jamais vus auparavant, qui nous amène à des zoonoses qui vont s'accumuler, c'est ce que différents rapports, entre autres le dernier rapport du GIEC nous disent, qu'il y a une accumulation de zoonoses qui vont arriver à cause de cette nouvelle relation qu'on a avec des êtres, des animaux majoritairement parce que on est en train de détruire leur habitat naturel. Donc les zoonoses qui s'accumulent, des nouvelles bactéries qui pourraient arriver à cause de la fonte des glaces. Donc toutes ces différentes crises qui vont s'accumuler. La crise géopolitique, on ne peut pas le nier, c'est aussi une crise de l'énergie. C'est une crise de l'énergie qui nous fait repenser à notre dépendance à l'énergie fossile. On est complètement dépendant et on a été complètement dépendant de la Russie. Aujourd'hui, on a trouvé une autre dépendance. Comment survivre sans ? Et donc, au final, on a toujours cette question de la relation. Et j'amène ça en avant parce que pour moi, la seule manière du coup d'établir une transition au singulier pour faire face à des crises au pluriel, c'est de repenser à quelque chose de systémique. Et donc revenir à la source et à la manière dont on décide de s'organiser et être prêt en fait à questionner différents systèmes mis en place aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Aurore Lalucq, vous partagez ce diagnostic, le diagnostic d'Adélaïde, de lier justement les différentes crises et de voir qu'il y a finalement une source commune à toutes les crises que l'on connaît actuellement ? Est-ce que c'est un diagnostic que vous établissez vous aussi ? Oui, dans le sens où on est dans une nouvelle normalité. Le monde d'avant est fini, on arrive dans un monde nouveau. Moi, j'y pensais justement en vous écoutant. Je repensais au début de mon mandat, 2019, et à la fin de mon mandat, actuellement. Bon, le début de mon mandat, il a commencé avec un député européen très très à gauche, qui n'est pas dans mon groupe politique, qui nous envoyait une lettre pour soutenir quelque chose qui vous dit quelque chose maintenant, mais à l'époque, personne ne s'y intéressait trop, qui s'appelle Nord Stream. Nord Stream 2 était à l'époque bloqué par les Américains. Moi, ça ne me dérangeait pas trop, parce que je voyais bien le risque de Nord Stream d'un point de vue environnemental, gazoduc, d'un point de vue géopolitique. On n'était pas beaucoup à s'opposer à l'époque au gaz et à notre dépendance au gaz pour des raisons géopolitiques. On trouvait que c'était très inquiétant. On n'était qu'un tout petit groupe de députés pour des questions environnementales aussi. Et finalement, mon mandat, il commence avec cette lettre et il finit avec l'explosion de Nord Stream et il finit avec la guerre. Mon mandat, il commence dans un contexte de mondialisation heureuse, où c'est super l'économie des services, où la politique industrielle est un gros mot. En 2019, en 2019, c'est il n'y a pas longtemps. La politique industrielle, c'est un gros mot, etc., etc. Les subventions, on n'en parle même pas. Et puis, on finit par... il va falloir faire de la politique industrielle. Regardez, les Américains sont en train de nous doubler sur ce sujet-là. On parle d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne. Donc, on est vraiment rentré dans un monde qui n'a rien à voir avec une reformation des blocs, tout simplement. J'entendais hier Bruno Le Maire au MEDEF, aux universités d'été du MEDEF, dire « Attention, il ne faut pas se mettre... trop dans la roue des Américains qui veulent nous emporter un peu trop vivement face à ce qui se passe à Taïwan et nous mettre un peu en tension avec le partenaire chinois. Je vois aussi ce qui se passe en Chine. Et je vois aussi que la Chine, tout comme on l'avait averti sur la Russie, n'est pas notre allié. Et ça veut dire que face à ça, il faudra avoir une Europe forte et il ne s'agit pas d'être dans la roue des Américains, il s'agit, nous, Européens, d'être forts dans nos valeurs et malheureusement de se préparer à une situation, alors qu'on est en train de parler de paix, qui n'est pas tout à fait une situation de paix aujourd'hui. Donc oui, toutes ces crises, les crises sont souvent systémiques, mais c'est vrai qu'on est dans un grand moment de tension, un moment de tension macroéconomique. On voit avec l'inflation, on voit avec l'augmentation des taux qui se tasse
en Europe, mais qui va continuer aux États-Unis, qui peut déstabiliser un peu les banques moyennes aux États-Unis et avoir un impact de facto chez nous. On voit une augmentation des faillites d'entreprises en France aussi, certains retours à la normale avant Covid, mais n'empêche que ça aura un impact sur la stabilité financière. Bref, on est dans un moment d'incertitude un peu macroéconomique, dans un moment d'incertitude géopolitique, et en même temps, on doit mettre toutes les forces de la nation et toutes les forces européennes vers un même objectif qui est celui de la transition écologique, parce qu'on entend souvent la transition écologique, c'est sauver la planète, c'est sauver les générations futures. Non, c'est nous sauver nous, parce que globalement la planète restera toujours là, et c'est plus pour les générations futures. C'est tout de suite, là, maintenant. Donc on est vraiment dans un moment où il faut lâcher certaines certitudes, lâcher un certain modèle, et c'est jamais simple de faire le deuil d'un modèle, et c'est en ce moment que c'est effectivement en train de se jouer. Et c'est pour ça que les élections européennes, et merci de faire cet après-midi sur l'Europe, parce qu'on en parle rarement, elle est absolument essentielle parce qu'on arrive dans un monde qui est potentiellement, et même pas potentiellement, qui est déjà relativement hostile. Hostile, oui, très bien. Merci pour cette analyse. Est-ce que, Augustin de Romanet, vous partagez... Je précise juste que le pire n'est jamais certain. Voilà. On est là pour se battre aussi. Est-ce que vous partagez les constats, les constats qui viennent d'être dressés, celle d'une crise systémique? Je fais je raccourcis un peu les idées, mais c'est un peu le thème, et aussi notre obligation en fait à repenser notre modèle, parce que voilà, nous sommes face à un modèle qui est en train de mourir. Est-ce que c'est des constats que vous partagez justement par rapport aux diverses crises que nous vivons? Enfin, c'est difficile de raisonner à chaud quand on vit les événements, mais quel est votre diagnostic, et est-ce que vous partagez les constats qui viennent d'être dressés? La réponse est oui. Michel Rocard parlait déjà de polycrise dans les années 2000-2005, et je crois, comme Aurore Lalucq, que nous sommes en période de crise, mais que ça a commencé bien avant, il y a 5 ans. Moi, je dirais 3 choses. D'abord, 2 chercheurs américains qui s'appellent Strauss et Howe ont fait une étude sur 26 générations sur 500 ans. Et je vais vous montrer que la crise, c'est quelque chose de cyclique. En gros, le cycle de 4 générations. Et à cette périodicité dans laquelle nous sommes, et vous verrez que je vais tâcher de vous expliquer qu'on est en plein dans le début du climax de la crise, se sont ajoutés 2 éléments nouveaux. Le premier, qui est à l'échelle de l'univers inattendu, c'est que nous avons bouloté en 150 ans, tout le pétrole qui avait été accumulé en des millions et des millions d'années. Le premier puits de pétrole, c'est 1848. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus extraire le pétrole, sauf à se suicider. Ça, c'est un adjuvant aux crises dont je vais vous parler. Et puis le deuxième adjuvant, c'est la non-convertibilité du dollar, qui a conduit à une folie de création monétaire, qui nous amène aussi dans une situation d'endettement qui peut menacer nos sociétés. Alors, la vision des chercheurs américains est la suivante. Au fond, chaque génération a un certain type, a été éduquée suivant un certain modèle, qui dépend de la période dans laquelle elle a vécu. Et la coexistence des générations, les 0 à 20 ans qui apprennent, les 20 à 40 qui travaillent, les 40 à 60 qui dirigent, les 60 à 80 qui conseillent, cette coalition de générations donne lieu à un état du monde qui se reproduit imperturbablement, suivant un cycle en 4 temps, depuis, encore une fois, 500 ans. On commence par la crise. Je vais prendre juste le dernier cycle. La dernière grande crise, c'est 1925-1945, donc la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale, des millions de morts, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Après la crise, vient une période où les valeurs de solidarité, de travail, de concorde, de partage reviennent sur le haut de la pile. Ça s'appelle le haut. Donc on a connu une période entre 1945 et 1965 où vous aviez un esprit de concorde, des hommes politiques avec du leadership ou des femmes politiques avec du leadership, de la responsabilité, ça s'appelle le haut. Après le haut, on commence à prendre un peu des libertés, on a envie de faire la fête, on n'a plus envie d'être trop contraint, et c'est la période 65-85. Woodstock, mai 68, la liberté sexuelle, etc., etc. Ça s'appelle l'éveil. C'est une période assez joyeuse où on profite de la prospérité retrouvée. Après cette période qui dure 20 ans, on a une période qui s'appelle unraveling, l'effilochage. Alors l'effilochage, à
Après les veilles où on a fait la fête, les filochages, c'est vraiment le grand n'importe quoi. C'est-à-dire des déficits budgétaires en veux-tu, en voilà, c'est-à-dire une libéralisation financière avec des excès. Et cette phase d'effilochage, qu'on appelle donc unraveling en américain, était prévue, selon ces chercheurs américains, pour durer entre 1985 et 2005. Et ils écrivaient dans leur livre, The Fourth Turning, vous verrez, il y aura une grande crise au milieu des années 2000, mais tout ira bien en 2025. Ils viennent d'actualiser l'ouvrage, qui est sorti le 18 juillet, malheureusement en anglais seulement. Et dans cet ouvrage, le Howe, parce que Strauss est mort malheureusement, Howe dit non, finalement, le climax de la crise, ça sera entre 2030 et 2033, et la fin de la crise en 2033. Donc il repousse un peu la fin de la crise, faisant un constat extrêmement sévère sur la situation notamment des États-Unis, dont je vous épargne les détails. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc on est dans un cycle qui me rend très optimiste, parce que je crois que les jeunes générations ne refont jamais les âneries des anciennes, et il n'y a aucune raison qu'après cette crise, nous ne retrouvions pas des moments un peu plus joyeux. Alors pourquoi est-ce que ça se complexifie? Parce qu'effectivement, nous avons cet enjeu de la transition écologique, qui ne s'est jamais passé dans l'histoire, oui. Et nous sommes dans un contexte où, alors que jusqu'en 1974, il y avait toujours un lien entre la monnaie et le métal, c'est-à-dire qu'il y avait une limite à la dépense publique. Depuis 1974, et depuis que Nixon, constatant qu'il ne pouvait plus rembourser en or tous les dollars en circulation dans le monde, a décidé que le dollar n'était plus convertible en or. Donc il a décidé de faire ce qu'on appelle de la planche à billets, de la création monétaire. Les États-Unis ont fait ça tout seuls entre 1974 et 2000, on va dire. Puis en 2000, les Chinois les ont imités. Et en 2010, les Européens aussi. Souvenez-vous de Jean-Claude Trichet, quand il était gouverneur de la Banque centrale européenne, qui disait « Jamais la création monétaire en Europe. Jamais la Banque centrale n'achètera des dettes publiques. » Et à partir de 2010, le grand savant Mario Draghi, avec l'intelligence du fils naturel des Jésuites et de Mère Teresa, a réussi subrepticement à faire de la création monétaire aussi. Quand je disais Jésuites et Mère Teresa, en fait, je voulais dire Jésuites et Goldman Sachs, pardon. Parce que Mario Draghi était un ancien de Goldman Sachs. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est particulièrement épineuse, parce que nous sommes dans cette période de crise qui est marquée par une absence de responsabilité et de leadership des élites en général. Je ne veux pas trop m'étendre, parce que ce n'est pas l'objet de ce panel. Avec, certains parlent de société liquide, mais ça veut dire beaucoup quant à l'absence de leadership, l'absence de référence, l'absence de... Et puis, avec ces deux adjuvants qui sont dramatiques, au sens anglais du terme, la transition écologique, parce qu'il va falloir revoir nos modes de vie et investir dans des modes de vie moins consommateurs en énergie. Et deuxièmement, cette création monétaire a conduit à des taux d'intérêt abusivement bas pendant 20 ans. Et lorsque vous avez une situation de taux d'intérêt quasi nul pendant 20 ans, vous avez quelque chose qui est exactement l'opposé de ce que disait Tocqueville sur la démocratie. Quand Tocqueville est arrivé aux États-Unis en 1831, il a dit « La démocratie, c'est l'égalisation des conditions ». Eh bien, les taux d'intérêt nuls, c'est l'écartement des conditions. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez accès au capital, si vous pouvez emprunter, en fait, vous empruntez à 0 ou 1, vous replacez à 7, et vous vous enrichissez sans rien faire. Donc, vous avez depuis 20 ou 30 ans un écartement des conditions qui s'est produit dans le monde, avec des gens qui ont accès au capital qui sont toujours plus riches, et des gens qui n'ont pas accès au capital qui restent là où ils sont. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que le monde n'a pas diminué considérablement la pauvreté. Il y a beaucoup moins de pauvres dans le monde aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais il y a plus d'égalité. Mais en revanche, oui. les inégalités étant plus grandes, la situation relative s'est dégradée, oui, des uns par rapport aux autres, créant une espèce de plafond de verre sur les capacités d'ascension sociale et l'avenir de beaucoup de générations. Donc, vous m'avez compris, non seulement on est dans une période de crise, mais cette crise, elle est, je dirais, survitaminée par rapport aux crises du passé. Et donc, à la question que posait Philippe Zawati, est-ce que l'échelon européen est le bon échelon pour régler cette crise? La réponse est définitivement oui, dans la mesure où, en Europe, nous avons encore la foi dans la démocratie. Vous avancez un peu sur la suite du débat. Qui est menacée par tous les régimes que vous connaissez.
et qui, par ailleurs, est elle-même un bien précieux qu'il faut cultiver. Et je conclurai en refaisant un peu d'histoire, mais en disant que la démocratie n'est pas un acquis du tout. Bien sûr. Et tout ça n'est pas nouveau pour moi. Il y a 10 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Non aux 30 douloureuses », où j'expliquais toute cette théorie des cycles. Mais là, vous dites que la situation est aussi inédite, justement parce qu'il y a les crises se surajoutent les unes aux autres. Absolument. Et il y a aussi une crise de la vie politique et de la démocratie. Et je terminerai juste avec une petite blague. Quand j'avais écrit mon livre qui s'appelait « Non aux 30 douloureuses », je disais que la crise était devant nous si on ne prenait pas un certain nombre de mesures, de reprise en main de notre destin, de reprise en main de la finance, etc. etc. J'avais un de mes fils qui était en classe préparatoire et qui me dit « Mais papa, c'est pas du tout original ce que vous dites. Platon l'avait déjà dit. » Et dans le livre 8 de la République de Platon, il explique la succession des régimes. Et il dit « Le régime idéal, c'est le régime des sages. Lorsque les sages ont le pouvoir, c'est le paradis, ça s'appelle l'aristocratie. » Mais il y a un moment, les sages n'enseignent plus la sagesse à leurs enfants. Et donc, le principe du pouvoir ne devient plus la sagesse, mais la crainte, l'honneur, c'est la timocratie. Mais quand les parents n'enseignent plus l'honneur à leurs enfants, ça devient le règne de l'argent, ça s'appelle l'oligarchie. Et quand l'oligarchie énerve trop la population, une rébellion, ça devient la démocratie. Mais la démocratie elle-même, ayant du mal à s'autoréguler, ça devient la tyrannie. Et donc ce cycle entre le régime idéal, la démocratie et la tyrannie, et c'est tout mon avis, le défi de l'Europe, je suis optimiste quant au fait qu'elle va le réussir, mais c'est tout le défi de l'Europe, c'est de préserver un cadre démocratique pour affronter cette polycrise. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette analyse intéressante. Est-ce que, justement, Monsieur Zawadi, est-ce que vous partagez ce constat, enfin les différents constats qui ont été dressés? Est-ce que, justement, cette dimension de crise inédite, vous la partagez également, cette notion qui vient d'être développée aussi par Monsieur de Romanet sur le côté un peu cyclique des crises, mais que quand même on est face à une crise d'une ampleur rare et qui nous force d'une certaine manière, si je comprends bien, à renouveler nos modèles. Est-ce que juste sur ce constat de crise, c'est un diagnostic que vous partagez? Oui, évidemment. Alors sur la cyclicité, je ne sais pas, on pourra y revenir. Il y a effectivement différentes possibilités. Enfin, toujours le rêve de revenir au passé et donc de cette cyclicité. Il y a, sur les deux points qu'Augustin de Romanet vient de citer, au-delà de cette cyclicité, c'est-à-dire d'un côté, finalement, l'extractivisme, on va dire, c'est-à-dire le fait d'avoir été chercher ces ressources pétrolières et ces énergies fossiles, qui est la source principale de la crise environnementale qu'on a aujourd'hui. Et d'un autre côté, l'ultra-financiarisation, en quelque sorte, du monde, qui est due à cet endettement et à ce fonctionnement de la planche à billets, mais qui a aussi été, je dirais, accéléré par tout un tas de déréglementation, dérégulation, liquéfaction des marchés dans les années 80-90. Donc on est face à ces deux éléments-là, ultra-financiarisation, extractivisme, et ces deux éléments-là sont quand même les deux pattes, les deux piliers d'un système, quand même, du système économique dans lequel on vit. Et donc, je crois qu'on ne peut pas aborder ces crises-là sans se dire comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce système. Et encore une fois, se positionner, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire table rase, faire la révolution, etc. Encore que, pourquoi pas. Mais en tout cas, considérer ça comme une situation, effectivement, où on a la solution. La vraie question, c'est effectivement, est-ce que ce système qui est la cause de la crise peut être en partie, un peu ou pas du tout, la solution à cette crise? Et c'est ça le vrai. Et sur cette question-là, Aurore parlait des blocs tout à l'heure au niveau géopolitique, mais en fait, il y a des blocs qui sont en train de se constituer à l'intérieur même de nos sociétés, aujourd'hui, occidentales notamment. Et donc, sur cette question justement de savoir si il faut pérenniser le système ou le changer,
on a une polarisation politique absolument dingue qui est en train de se créer. Hein. Alors nous, on le voit y compris à travers ce qu'on fait dans l'investissement, dans la finance, mais on voit bien entre d'un côté ceux qui considèrent que en fait l'économie, les entreprises, la finance ont une responsabilité, doivent être des acteurs de l'intérêt général, et ceux qui considèrent que non, il y a le business as usual et de toute façon c'est celui-ci qui par sa nature même, va nous sauver, que ce soit à travers la technologie, que ce soit à travers d'autres choses, eh bien, on a bien aujourd'hui un conflit. Et moi, je vois vraiment le changement de dialectique, le changement de discours, de discussion que l'on a. On n'est plus il y a quelques années, on était dans une discussion, alors il y avait effectivement quelques climato-sceptiques, mais on était dans une discussion où on faisait de la pédagogie, en fait. On expliquait, on disait, voilà ce qui va se passer, on essayait de convaincre et de faire de la pédagogie. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mode-là, on est dans un mode extrêmement conflictuel. Oui. Extrêmement conflictuel. Donc là, on est en train de parler d'économie de la paix, mais en fait, en réalité, au-delà des guerres réelles que l'on voit en Ukraine, on voit cette polarisation politique. Aux États-Unis, c'est évidemment caricatural. Hein, oui. La société du spectacle encourage aussi... sans doute, avec la société du spectacle et les réseaux sociaux ont tendance à accentuer ça. Mais on voit bien que cette polarisation, au-delà du spectacle et du show, fondamentalement quand même, elle est basée sur une question très importante et très claire, qui est finalement... qu'est-ce qu'on fait de ceci? Est-ce que oui, on reconnaît effectivement que ce système est à l'origine de cette crise, et qu'est-ce qu'on fait de ce système demain? Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Maintenant qu'on a un peu cadré les conditions dans lesquelles on va débattre et justement répondre à cette question, est-ce qu'il faut revoir complètement notre système, nos modèles? On va s'atteler à répondre, à trouver des solutions, et notamment à répondre au sujet qui nous occupe aujourd'hui, et ce qui traite de la souveraineté européenne. On a déjà un peu abordé ce thème. Et est-ce que, Aurore Lalucq, vous pensez que la souveraineté européenne peut aujourd'hui permettre d'être le berceau d'un nouveau modèle qui nous permettrait d'accéder à une économie plus apaisée, de retrouver ce fameux chemin de la paix? En l'état actuel, elle ne peut pas, oui. Mais elle doit. Voilà, disons-le clairement, elle doit. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Zawati, en fait, on a découvert que la question du dérèglement climatique n'était pas uniquement une question scientifique, et qu'il ne s'agissait pas d'expliquer à tout le monde de quoi il s'agissait, et que tout le monde allait prendre conscience tout d'un coup de la réalité, se dire « Ah oui, j'ai changé mon comportement ». Mais qu'en fait, il y avait derrière, ce qu'il y a toujours dans une société en politique, du rapport de force. Que ces rapports de force se font entre blocs, mais que se font aussi à l'intérieur d'une société. Et aujourd'hui, on assiste finalement... J'en ai parlé avec l'économiste James Galbraith, qui avait eu cette comparaison que je trouvais assez intéressante. Il me disait... Tu vois, j'ai l'impression qu'on est au moment de la fin du soviétisme, la fin de l'URSS, où on sent que le système en fait, c'est déjà effondré. C'est-à-dire que le système économique ne fonctionne plus très bien, même pas bien du tout d'ailleurs, mais on le maintient au forceps. On le maintient comme on peut. Et finalement, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un système économique qui est arrivé au bout de ce qu'il pouvait nous proposer. Voilà, les 30 glorieuses... Je ne sais pas d'où vient le Larsen. Tout ça est globalement fini, mais on le maintient en vie avec une politique de l'offre, par exemple, comme on peut avoir en France, où on balance de l'argent à beaucoup d'entreprises, ce qui, à mon avis, ne crée pas beaucoup d'emplois. En revanche, si on débranche ces crédits d'impôt, si on débranche ces aides, là, les entreprises se retrouvent effectivement en difficulté. On se retrouve dans une situation un peu d'addiction, je trouve, de certaines entreprises, finalement, auprès de l'État. Donc, le système, il est sous perfusion. On est arrivé à bout, il faut qu'on en fasse le deuil. Mais ce n'est pas qu'un deuil idéologique, c'est aussi un deuil d'intérêt, c'est aussi des rapports de force à établir. Il ne faut pas être naïf sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'il va falloir se battre au niveau européen. Maintenant, j'en viens sur la question de la souveraineté européenne. L'Europe a finalisé sa construction dans un moment de néolibéralisme. Et je pense qu'on est les seuls à avoir acheté le récit néolibéral, c'est-à-dire à avoir cru que personne ne faisait de protectionnisme, à avoir cru que l'économie était vraiment libérale. Il n'y a pas un seul pays libéral.
Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Oui, le libéralisme, c'est quand on a un État qui intervient au minimum. Je suis désolée, non. La France, par exemple, n'est absolument pas, même dans l'évolution de ses politiques, un État libéral. C'est juste une évolution de la dépense publique. Et d'ailleurs, on a une dépense publique extrêmement élevée, ce qui prouve qu'on n'est pas du tout en voie de libéralisme. Non, on a une évolution des dépenses publiques. Et donc, l'Europe, j'ai l'impression qu'on est le seul à avoir cru à cette espèce de récit et avoir mis en place des règles pour pouvoir rentrer dans ce cadre idéologique qui n'était pas qu'un cadre idéologique, qui était un cadre fondamentalement politique, dogmatique, et qui servait aussi forcément des intérêts comme ça en démocratie. Hein. Je veux dire, c'est pas voilà, c'est tout à fait. On a une monnaie qui est pas pour l'instant un outil super bon, par exemple, pour le soutien à la production. Mais tout ça, ça peut changer, et c'est déjà en cours de changement. Oui, avec le Green Deal notamment. Avec le Green Deal notamment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a le Green Deal au niveau européen, qui est une vraie évolution, mais qui doit aller beaucoup plus loin, parce qu'on est une puissance normative jusqu'à présent. Et vous en parlerez probablement. On met en place des règles. Oui. Il n'y a pas que les règles. Il faut à un moment qu'on soit en capacité de faire exactement ce que font les Américains avec l'IRA, c'est-à-dire faire de la subvention, faire de la politique industrielle, revenir à des outils pragmatiques, mettre l'idéologie dans les fins et pas dans les moyens, contrairement à ce qu'on fait malheureusement trop souvent au niveau européen, et prendre en compte aussi le fait que la transition écologique, et ça a été dit, c'est pas qu'une question technologique. La technologie aura un rôle, il ne faut pas le nier non plus, mais il va falloir réduire notre consommation et changer notre métabolisme social. C'est-à-dire qu'il y a tout un effort d'organisation sociétale à faire qui passera peut-être par la réduction du temps de travail, ce genre de choses. Et puis, comme ça a été dit parfaitement par les deux dernières intervenantes, la place du capital aujourd'hui est extrêmement importante. Ça veut dire qu'il va falloir revenir aussi à une fiscalité un peu plus de bon sens, puisqu'aujourd'hui, l'impôt, par exemple, sur les fortunes a disparu au niveau européen. Il n'y a plus qu'un seul État qui le fait réellement, c'est l'Espagne. Le capital n'est quasiment plus assez taxé par rapport aux revenus. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on a gagné à la loterie des spermatozoïdes qu'on a le droit de ne pas payer d'impôts, contrairement à la moyenne des citoyens européens. Donc c'est au niveau européen qu'il va falloir se battre pour faire ce genre de choses, mais ça évolue. Et ça évolue dans le bon sens. Je prends juste cet exemple, mais il faut savoir que la taxation sur les super-profits, c'est nous. C'est l'Europe, c'est la Commission européenne, c'est moi, sous ma plume, au Parlement européen. L'accord qui vise à faire en sorte de mettre une taxation minimale aux multinationales, le premier continent qui l'a mis en place, c'est l'Europe. J'en ai été rapportrice aussi au Parlement européen. Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que ça a prouvé son efficacité? C'est en train de la taxation sur les super-profits, ça a prouvé son efficacité aussi politique, parce qu'on était en train de légiférer au niveau européen pendant qu'on avait un ministre en France qui nous expliquait qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un super-profit. C'est quand même pas banal. Ça a prouvé aussi son efficacité parce qu'on a réussi à implémenter quand même cet accord OCDE sur la taxation minimale des multinationales. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe est en train d'évoluer. Et que quand il y a une volonté politique, et certes, je conçois et je vois que le niveau de la classe politique a effectivement baissé ces dernières années, je ne pourrais pas dire le contraire, mais quand il y a une volonté politique, il y a un chemin, et des fois, il y a de l'efficacité, et que la démocratie est quand même un système qui peut donner de très belles choses. Donc voilà, l'échelon européen, contrairement à ce que vous allez pouvoir entendre durant toute cette campagne, n'est pas un échelon qui empêche en ce moment, c'est un échelon qui nous protège en termes de liberté, qui nous protège vis-à-vis des autres blocs et qui peut nous protéger sur les questions environnementales, sociales et économiques. Très bien, merci beaucoup Aurore Laluc, qui peut nous protéger, effectivement, mais qui ajoute des normes aussi, on l'a vu pour le secteur automobile, pour le secteur aérien, par exemple. Est-ce que ces normes et ces nouvelles normes-là, est-ce qu'elles peuvent contraindre d'une certaine manière la compétitivité aussi des entreprises européennes si justement ce nouveau cadre normatif se résume à l'échelle européenne? Quelle est votre opinion, Augustin de Romanet? Est-ce que justement ces normes, il faut continuer à les défendre, ou est-ce que il faut les limiter? Est-ce que, par exemple, dans le secteur de l'aérien, justement, ces nouvelles normes qui ont ces nouvelles règles, est-ce que ça oblige le secteur à se réinventer, par exemple, ou est-ce que ça ne va pas assez loin? Enfin, quelle est votre position sur ces thématiques? Alors, prenons le secteur aérien. Bien sûr.
il doit se décarboner et être zéro émission nette d'ici 2050. Ça va passer par des réformes du contrôle aérien, parce qu'aujourd'hui les avions font beaucoup trop de zigzags, donc on peut facilement économiser 5 à 10% d'émissions de CO2 avec ça. Ça passera principalement par ce qu'on appelle les carburants durables, notamment le e-fuel, c'est-à-dire un kérosène qui est un carburant qui est composé d'un mélange de CO2 capté soit à la sortie des usines, soit dans l'atmosphère, avec de l'hydrogène vert. C'est le carburant du 21e siècle. Et puis, entre-temps, on aura des carburants faits à partir de la biomasse que les Américains savent beaucoup mieux faire que nous aujourd'hui. Bon. Pour que les pétroliers qui ont été très en retard, qui se sont réveillés très tard sur ces questions-là, parce que longtemps, ils n'ont pas cru qu'il y aurait une demande. Or, il y aura une demande, et nous tous, acteurs de l'aérien, nous savons que les prix de l'avion vont devoir augmenter, puisqu'il faudra mettre ces nouveaux carburants qui coûtent plus cher. Donc nous nous résolvons tout à fait à l'idée que le transport aérien devra coûter plus cher demain. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais malheureusement, il faudra bien la payer, cette décarbonation. Donc, si nous voulons forcer, entre guillemets, à cette décarbonation, il faut imposer aux compagnies aériennes des objectifs d'incorporation. Et en obligeant les compagnies aériennes, en leur donnant un calendrier d'incorporation, ce qu'a fait le Parlement européen d'ailleurs, on donne de la visibilité aux pétroliers qui vont enfin se mettre à produire ce nouveau type de carburant. Donc cette échelle européenne... Donc cette échelle européenne, elle est à la fois nécessaire parce que c'est à l'échelle européenne que cette politique industrielle peut se concevoir, tout comme aux États-Unis, dans l'IRA dont vous avez parlé, il y a tout un volet d'incitation au biocarburant. Mais il va falloir également être attentif à ne pas avoir des ruptures de compétitivité avec les autres régions du monde. Si demain matin, nous imposons des règles qui ne sont pas applicables aux compagnies turques, je pense à Turkish Airlines, qui est une des très grosses compagnies aériennes mondiales, ou aux compagnies des Émirats, ou aux compagnies chinoises, nous pourrions être éventuellement suicidaires et nous tirer plusieurs balles dans le pied. Donc c'est cet équilibre qu'il appartient aux politiques de déterminer, mais je pense qu'effectivement, l'Europe est l'échelon pertinent de la réflexion parce que les Européens ont ensemble plus de choses qui les réunissent que de choses qui les séparent. Ce qui nous réunit, c'est avant tout un certain nombre de valeurs, notamment la démocratie, qui nous conduit à prendre nos décisions politiques dans un cadre aussi apaisé que possible, puisqu'il est régulé par des élections régulières et par des élections qui donnent lieu à des pouvoirs légitimes qui peuvent prendre des mesures que spontanément la population ne prendrait pas s'il n'y avait pas un fort leadership dans le pouvoir. Donc, je dirais, pour conclure, poser la question, c'est y répondre. Oui, je pense que l'Europe, je pense comme Mme Lalucq, que l'Europe est un bon échelon de décision, oui, parce que c'est l'échelon qui permet d'éviter de se suicider. Si la France était le seul pays à décider, par exemple, de décisions de décarbonation de tel ou tel secteur au mépris de la compétitivité du secteur en question, ce secteur serait tout simplement tué. Bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. Mais est-ce que ça peut ne pas être aussi un terrain un peu limité? Enfin, quand on pense notamment à la finance et aux flux financiers, finalement, on sait bien que aujourd'hui, ceux qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique ne sont pas nécessairement les Européens et que les règles ne les protègent pas nécessairement. Est-ce que finalement, c'est pas là toute la limite en fait de s'inscrire dans un cadre européen? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser ce cadre-là? On le voit au moment des COP, c'est souvent ce qui a été développé, en fait, une espèce de partage avec le Sud, bien évidemment, et que ne fait pas nécessairement l'Europe. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, et dans le cadre d'une transition écologique qui dépasse largement l'Union européenne, il ne faudrait pas imaginer un cadre plus large que celui de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Zahouati? Est-ce que les normes ont permis, les nouvelles normes, notamment je pensais au devoir de vigilance, ont permis de dépasser ce cadre de l'Union européenne? D'abord, je crois à la capacité de l'Europe de fabriquer de la norme mondiale. Il y a plusieurs éléments à votre question. Il y a l'élément nord-sud, j'y reviendrai, mais je crois à la capacité de l'Europe de fabriquer de la norme mondiale. Oui. On a souvent l'impression qu'on régule pour nous, pour l'échelon européen, mais en réalité, on est un très grand marché. On a des relations avec l'ensemble des autres pôles économiques de la planète.
Et aussi, il y a le côté, le premier qui régule souvent une espèce en quelque sorte de droit, enfin pas de droit, mais de capacité d'influence en fait. Hein. Et on l'a vu sur beaucoup de réglementations européennes qui sont devenues des normes mondiales. Regardez ce qui se passe sur la sécurité des données, par exemple. RGPD est une norme qui est en train de devenir une norme mondiale. Et ça a été conçu par l'Europe au démarrage. Mais d'abord, quand on le fait de façon intelligente et de qualité, avec un travail en profondeur, on a la capacité à influencer d'autres. Et quand un autre pays veut créer une norme sur la sécurité de données, se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la norme européenne, ou parce que aussi mes entreprises vont être intéressées à ça. Et je pense que c'est pareil dans le domaine de l'économie et du climat. Notamment sur la question un peu clé en ce moment de la comptabilité extra-financière, qui est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je crois que la détermination de l'Union européenne à avancer sur CSRD et donc à vouloir réellement créer ce cadre de comptabilité extra-financière ambitieux et exigeant est une bonne décision, et que je pense qu'on peut continuer à se battre là-dessus et à essayer d'en faire une norme mondiale. Donc ça, c'est le premier élément. Peut-être le deuxième élément que je voulais dire, c'est la relation entre ce qui se fait au niveau de l'Europe et ce qui se fait au niveau des pays. Oui. Je pense aussi que quelquefois, on a tendance, au niveau national, là pour le coup, à dire quand on pose la question, par exemple, à un gouvernement en disant ça serait bien de légiférer là-dessus, sur X ou Y, on a souvent des réponses qui consistent à dire non, il faut faire ça en européen, et donc on ne peut pas le faire au niveau français. Et donc de renvoyer un peu la balle au niveau européen. Et je crois que c'est une mauvaise décision aussi, parce que la réglementation européenne, elle se fait aussi en grande partie par capillarité, par remontée d'initiatives qui sont prises dans les différents États. La réglementation sur la finance durable en Europe aujourd'hui, c'est principalement, elle s'est inspirée, très largement inspirée de ce qui a été fait en France. Donc typiquement, ce que l'Assemblée nationale vient de décider sur le Say on Climate, je pense que c'est bien de continuer à vouloir être un tout petit peu en avance, ahead of the curve, diraient les Anglais, un tout petit peu en avance, de façon à ce que ces réglementations puissent ensuite être portées au niveau européen. C'est pareil sur un autre sujet qu'on porte beaucoup ici, nous, dans le mouvement Impact France, avec la communauté des entreprises à mission, la création de l'entreprise à mission dans la loi Pacte en France. C'est une expérimentation que demain, j'espère, on arrivera à porter au niveau européen. Puis troisième élément de réponse pour compléter sur ce que vous avez dit sur le côté nord-sud. Alors là, effectivement, on est devant un énorme trou, enfin je veux dire béant, énorme, une problématique qui aujourd'hui qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on est sur un sous-investissement aujourd'hui dans les pays du Sud. Et encore une fois, on pourrait discuter sur cette idée de sud et de nord, on parle beaucoup de sud global aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train d'être accaparé notamment par les Russes, et donc je pense qu'il faut faire attention avec cette terminologie, mais quand même, sur les pays en développement, il y a un sous-investissement massif. Aujourd'hui, nous, on travaille sur l'investissement dans l'énergie solaire en Afrique. Aujourd'hui, le montant investi en énergie solaire en Afrique, c'est le même montant qu'on investit aux Pays-Bas. Donc, vous voyez, le type de sous-investissement auquel on a. Sur l'ensemble du continent. Et sur l'ensemble du continent africain. Et donc, il y a un besoin de réallocation du capital qui est massif à réaliser. Et ça, aujourd'hui, effectivement, ça ne peut se faire qu'avec des négociations, des discussions qui dépassent le niveau européen. Mais l'Europe a quand même un rôle essentiel à jouer dans ce domaine-là. Et probablement le joue d'ailleurs peut-être plus que d'autres. Très bien. Merci. D'ailleurs, on le voit avec les BRICS qui se reconstituent, qui essayent de s'élargir et qui tentent de faire un peu contrepoids à cette puissance européenne. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous poser une question un peu différente, Adélaïde.
Justement, est-ce que vous ne pensez pas que ce cadre européen qui produit de nouvelles normes, finalement, pourrait aller encore plus loin et reste un peu, finalement, un peu timide, et que est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions plus radicales à imaginer et à justement repenser littéralement tous les modèles sur lesquels on continue à se développer, et notamment l'Europe continue à se développer. Et je voulais recueillir votre point de vue sur ce thème-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tous les quatre d'accord sur le fait que l'Union européenne a un rôle majeur à jouer et que vous devez aller dire à toutes les personnes que vous connaissez qui ont 16 et 17 ans que cette année, ils vont pouvoir voter. Donc c'est vraiment essentiel de savoir que le vote est accessible pour cet âge-là, pour renforcer la démocratie. Et on a beaucoup parlé de démocratie, évidemment, on doit la garder. Il faut aussi l'ouvrir, c'est-à-dire que pour moi, il faut encore plus ouvrir la participation à cette démocratie aux citoyens. C'est encore un autre sujet. On est d'accord qu'il y a plusieurs crises et qu'il va falloir créer une transition pour faire face à ces différentes crises. Mais par contre, on n'a pas parlé de l'accélération de la transition qui doit être mise en place, parce qu'on est néanmoins en urgence, en pleine urgence. Je parlais encore juste avant de venir ici sur scène avec une experte qui a écrit le dernier rapport, qui a coécrit avec beaucoup des milliers d'autres scientifiques le dernier rapport du GIEC, qui nous dit « Si l'Union européenne était vraiment sérieuse, elle ne parlerait pas de réduction de CO2, mais d'un budget carbone. » C'est le budget carbone qu'on a. Et le budget carbone que l'Union européenne a, il va s'éteindre en 2033. Donc il faudrait être neutre en 2033 si on était vraiment sérieux. Sinon, on est en train d'aller empiéter le budget carbone de tous les autres pays et des autres nations qui ont aussi un budget carbone. Et donc ça, c'est parce qu'on a une responsabilité historique qui est bien plus grande. Donc aujourd'hui, on n'est pas en fait au même étage que les autres continents, parce que nous avons produit beaucoup plus, parce que nous avons émis beaucoup plus de CO2 et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a cette responsabilité historique. Et puis donc pour ça, on doit accélérer notre transition. Et puis l'accélération, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui se battent tous les jours pour qu'il n'y ait pas de normes autour de l'environnement. Moi, j'étais conseillère on le voit avec le Green Deal, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. J'étais conseillère ces 3 dernières années de Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, et je sais à quelle confrontation ils ont constante des lobbies pétroliers qui, eux, ne sont pas prêts à lâcher ce business. Ils ne sont pas prêts. Ça fait 50 ans qu'ils mettent en avant tous les mécanismes possibles pour être sûr qu'il n'y ait pas de régulation pour diminuer notre production dans les énergies fossiles. Donc il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des freins qui sont mis en place, renforcés dans les institutions européennes, et on doit y faire face. Et si demain, on veut que notre démocratie fonctionne encore mieux, on doit se confronter à cette question-là. On doit en parler, parce qu'on va arriver à la COP28 en novembre, avec un lobby massif des énergies fossiles. On le sait, c'est l'endroit idéal. Si moi je travaillais pour Shell ou pour Total, j'irais à ce moment-là, parce que je sais que c'est là qu'on pourra ralentir le plus les ambitions vis-à-vis des réductions des énergies fossiles. Et donc, il ne faut pas oublier de travailler sur ça. Et donc réguler ça aussi. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Je peux vous le dire que l'impact des citoyens dans une démocratie comparé à l'impact des lobbyistes des énergies fossiles est minime. Ils sont plus présents que les plus grandes délégations des pays comme les États-Unis ou comme l'Union européenne dans les COP, ou donc dans les endroits essentiels. Donc on aura beau avoir toutes les normes les plus merveilleuses, finalement, ces systèmes-là font on les contournera. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a cette dynamique de pouvoir dont vous parliez plus tôt, et donc ne soyons pas naïfs. Il va falloir mettre ces normes, il faut continuer à le faire. Nous sommes tous d'accord que l'Union européenne joue un rôle majeur, qu'il nous faut une démocratie, qu'il nous faut une transition. Il faut l'accélérer, et ne pas oublier qu'il y en a qui mettent des freins. Et donc, on doit aussi pouvoir réguler cette partie-là aussi. C'est la partie plus sombre, mais c'est la partie qui est réaliste, et c'est celle qui nous fait freiner dans nos avancées face à l'urgence climatique depuis 50 ans, et donc aussi celle qui va faire en sorte, et eux-mêmes sont contraints dans un système économique de vouloir croître constamment dans leur secteur, le secteur de l'énergie, qui aujourd'hui, les énergies fossiles nous permettent à ce secteur de croître encore plus économiquement que les autres énergies, et ça, c'est un problème. Et donc, on n'a pas parlé d'un changement drastique systémique de notre système économique, mais c'est entre autres ce qui permet à pas beaucoup de secteurs de pouvoir en fait se réinventer et devenir d'autres secteurs.
Le secteur aérien, par exemple, devrait demain devenir le secteur de la mobilité. C'est comme ça qu'il pourra se réinventer et qu'il aura un réel futur dans l'Europe de demain. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les quatre, c'était passionnant. On a bien compris que l'Europe était un cadre magnifique, qu'il fallait le préserver, même le renforcer. Vous avez été tous les quatre d'accord sur ce point, mais qu'il faut aussi conserver des garde-fous. Merci infiniment pour ces débats très riches et très puissants. On laisse la place à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.